Donc, bonjour, je suis le docteur Baptiste Véram. Je suis praticien hospitalier aux urgences de l'hôpital Nord et au SAMU 13 à la PHM. Je vais vous parler pendant 15 minutes de l'éco-conception des soins appliqués aux urgences. Je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer. Je vous propose de faire ça en 3 parties, avec une introduction pour essayer de redéfinir ce que c'est que l'éco-conception des soins, et puis vous montrer qu'il faut essayer d'avoir une démarche pragmatique, ce qui va m'amener en fait à vous parler essentiellement des médicaments et des dispositifs médicaux et des leviers d'action que vous pouvez avoir autour de ça, avec des exemples concrets et puis finalement une conclusion. Donc l'éco-conception, de quoi on parle? On parle d'impact environnemental. L'impact environnemental, il se définit par une action sur l'air, par exemple avec l'empreinte carbone. Il se définit également par une empreinte sur l'eau, sur les sols et donc sur la biodiversité, par une empreinte sur les ressources que vous allez utiliser à chaque fois que vous allez utiliser un médicament ou une paire de gants, je ne sais quoi. Et puis également par l'impact direct sur la santé des choses que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez un gaz ou un médicament, et ben, il peut avoir un impact direct sur les soignants ou sur les patients qui sont présents. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que toute consommation va avoir un impact environnemental. Donc le jeu, c'est de se poser la question à chaque fois, est-ce que ce que je vais faire, ce que je vais proposer comme traitement ou comme examen a un impact petit, moyen, énorme, et est-ce que ça vaut le coup par rapport à la plus-value que je vais apporter à mon patient. Donc aujourd'hui, on a des outils pour réfléchir à notre impact environnemental. Ici, vous avez une présentation de 2023 du Shift Project qui montre la répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé. Donc aujourd'hui, on pourrait parler de l'alimentation, on pourrait parler des transports, des usagers, donc des patients. On pourrait parler également des consommations des machines, de vos PC, respirateurs, échographes, etc. On pourrait parler de la gestion des déchets, des dasseries. On pourrait parler des trajets des professionnels pour venir à l'hôpital, et on pourrait parler également des sources de CO2 fixes de l'hôpital, c'est-à-dire la performance énergétique des bâtiments. Mais on n'a que 15 minutes, et la démarche pragmatique pour moi, c'est de vous parler de ce qui est la première cause d'effet de serre dans le secteur de la santé, et sur lequel vous, en tant que médecin prescripteur, vous allez avoir un immense rôle. C'est l'achat des médicaments et l'achat des dispositifs médicaux, et donc leur utilisation. Vous voyez que c'est 50%. Donc la démarche aujourd'hui, c'est de vous proposer en trois points, avec des exemples, comment diminuer votre impact autour des médicaments et des dispositifs médicaux. D'abord, en 1, diminuer les commandes. En 2, des alternatives à la prescription de certains médicaments. Et puis en 3, diminuer vos prescriptions. Donc diminuer les commandes, c'est le plus important, parce que le meilleur déchet, c'est évidemment celui qu'on ne produit pas. Donc il faut absolument commencer par faire un inventaire des commandes. Nous, c'est ce qu'on a fait aux urgences de l'hôpital Nord, en demandant à la pharmacie le listing. Donc là, c'est juste une partie évidemment de notre inventaire. Grâce à ce listing, vous pouvez en déduire le poids des médicaments utilisés. Vous pouvez faire des recherches sur le site janusinfo.se ou sur d'autres sites, mais je vous le conseille, les Suédois sont à la pointe en termes de recherche environnementale. Vous pouvez en déduire le biohazard, le risque environnemental. Vous pouvez faire en gros un tour de la littérature sur les risques environnementaux des médicaments que vous utilisez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez essayer de faire un inventaire des périmés jetés, en comparant en gros tout ce que vous commandez et l'utilisation de ce que vous avez commandé. Si vous apercevez que vous avez un certain nombre de médicaments ou de dispositifs qui ne sont pas utilisés, qui sont jetés, ou qui sont juste donnés à des fins
de formation, et peut-être il y a des solutions, peut-être qu'il faut arrêter ces commandes, peut-être qu'il faut diminuer de manière drastique ces commandes. Par exemple, aux urgences de l'hôpital Nord, on a arrêté les commandes des sondes d'intubation supérieures à 8 parce qu'on s'est aperçu qu'on ne les utilisait pas. Au pire, si on a besoin, on peut s'arranger avec la réanimation qui est juste à côté. Pareil pour les voies veineuses centrales, on en avait 3 ou 4 types, on a décidé d'en garder qu'une seule. Pareil pour les cathés artériels, idem pour les masques de VNI. Après le Covid, on s'était retrouvé avec 3 ou 4 types de masques de VNI différents. On s'est aperçu qu'ils avaient des dates de péremption et que donc on en jetait. Là, je vous sors également les AirTrack. Aujourd'hui, on a les Mac Grass qui sont en train de sortir. Les AirTrack, finalement, on les utilise absolument pas. On a arrêté de les commander. Idem pour certains médicaments. Le Gardénal, par exemple, qu'on n'utilise quasiment plus depuis que le Keppra, le Midazolam ont pris le relais. Le Xanax, là c'est du Xanax 0,5, vous pouvez vous dire tiens on l'utilise tous les jours, pourquoi on va arrêter la commande? Mais en fait parce que c'est du 0,5 et qu'en fait on a déjà du 0,25 et que si on veut donner un 0,5, on donne 2 0,25, ça évite d'avoir des périmés jetés de Xanax 0,5. Les pansements, il y a énormément de types de pansements et pourtant avec certains on peut faire déjà énormément et si on a besoin de pansements spécifiques, on renvoie le malade a posteriori vers la pharmacie. Ça évite d'avoir des périmés jetés pour en plus des dispositifs qui coûtent très cher. Donc tout ça, c'est des astuces pour diminuer vos commandes et simplifier vos pharmacies. Une autre solution, c'est de chercher des doublons. Vous avez par exemple dans les anti-inflammatoires une multitude de DCI possibles. Le diclofénac, par exemple, a été incriminé dans pas mal d'études qui montrent qu'il est lié à la disparition des vautours. Donc, étant donné que la littérature montre quelque chose qui n'est pas très vert, on a choisi de retirer le diclofénac et de garder uniquement l'ibuprofène. Donc, c'est aussi un moyen, en faisant un tour de la littérature et en choisissant des médicaments plus verts, de mettre la pression sur l'industrie pharmaceutique pour créer des médicaments et des dispositifs plus verts. Enfin, vous pouvez vous poser la question, est-ce que les médicaments et les dispositifs médicaux que j'utilise et que je commande ont vraiment un rationnel d'utilisation? Nous, l'exemple, c'est les neuroleptiques. Finalement, on avait autant de neuroleptiques que de psychiatres de garde. Donc, on a fait le choix de garder 3 neuroleptiques de familles différentes, le tertian, le loxapac et l'otiapridal. Et finalement, on arrive à travailler correctement en ayant diminué les volumes de médicaments commandés. En plus, ces neuroleptiques sont connus dans la littérature pour se retrouver dans l'eau, dans les organismes marins et aquatiques. Donc, c'est une manière d'arrêter ça. Pour les respirateurs, en fait, on avait une dizaine de respirateurs de 3 ou 4 marques différentes. Par exemple, les Osiris, on les utilisait plus, on n'utilise quasiment que notre Monal. Donc, on a décidé de rendre nos 5 Osiris au Biomed et puis de les changer contre un Monal. Ça permet d'éviter de commander des circuits et des circuits de test et d'entretenir ces machines qu'on n'utilise pas du tout. Donc là, ceux qui font du SAMU ou qui font de la gestion de SSE doivent se dire mais moi je commande énormément de matériel qui ne sert pas ou que très rarement et donc j'ai beaucoup de périmés jetés et je ne peux pas arrêter de le commander. Oui, effectivement, on est d'accord, on va pas arrêter de se préparer aux situations sanitaires exceptionnelles. Néanmoins, il faut absolument que ces stocks soient centralisés et organisés avec la pharmacie et que ces organisations soient faites par pôle ou au moins à l'échelle de l'hôpital pour éviter que chaque service fasse ses stocks dans son coin et que finalement ces périmés jetés et ces consommables s'accumulent. Donc
En deuxième point, on va essayer de trouver des alternatives de prescription pour certains médicaments. Donc à chaque fois que vous utilisez un médicament, vous devez vous demander est-ce que je peux pas l'utiliser différemment de manière à ce qu'il pollue moins ou à ce que l'impact environnemental soit minoré. Un exemple évident et tellement fréquent, c'est l'exemple de l'IV et du Péros. Aujourd'hui, on a plein d'études, ça c'est des études de primum non nocere faites cette année pour la prescription de potassium, Péros versus IVSE, ça c'est pour le kétoprophène, ça c'est pour le tramadol. Bon, à chaque fois, et ça c'est pour le paracétamol, à chaque fois la conclusion c'est que le Péros est extrêmement moins impactant que l'IV de l'ordre de 15 à 200 fois selon les produits utilisés. Un autre exemple, c'est le Méopa. Le Méopa, une bonbonne de 5 litres, c'est l'équivalent d'un aller simple Paris-New York en carbone. Pourquoi? Parce que en fait, le protoxyde d'azote est 310 fois plus à effet de serre que le CO2 et l'équivalent de l'utilisation du Méopa aux urgences de la PHM, c'est un Airbus A380 qui ferait un aller-retour tous les ans à New York. Donc c'est énorme. Donc une manière d'améliorer vos pratiques, c'est par exemple pour le Méopa d'utiliser de manière nécessaire le détendeur qui vous est proposé sur ce type de dispositif et ne jamais utiliser le masque à haute concentration. Hein, je vous ai fait un petit comparatif, on est autour de 50 litres pour une analgésie au détendeur sur 10 minutes, autour de 200 litres pour un masque à haute concentration, donc c'est du x4, x5. Donc l'utilisation du masque est à proscrire. Une autre manière de trouver des solutions, c'est de chercher une alternative à votre médicament en cherchant un autre médicament ou un autre dispositif moins polluant. Encore une fois, l'exemple du Méopa, qu'on peut comparer au Pentrox, puisqu'il a l'AMM dans les mêmes indications. Donc, quand on le met dans la balance environnementale et qu'on fait une analyse de cycle de vie, comme celle qui a été faite avec nous et Primum non nocere cette année, on voit que finalement, le Méopa est 100 à 150 fois plus polluant qu'une dose de Pentrox pour un soin équivalent. Et il faut arriver à 200 patients par bonbonne de 5 litres pour avoir un impact carbone comparable à celui d'une dose de Pentrox. Là, c'est une étude de l'EMJ de septembre 2023 qui retrouve les mêmes résultats que ceux que je viens de vous donner, avec un Pentrox qui est dans la colonne de gauche, qui est donc 100 fois moins polluant qu'une dose de Méopa, et qui est d'ailleurs, le Pentrox reste beaucoup plus polluant que la morphine en intraveineux. À côté, vous avez l'équivalent carbone d'un avion Londres-Newcastle, d'une voiture Londres-Newcastle ou d'un train Londres-Newcastle. Donc il faut mettre la balance environnementale dans le choix des médicaments et des dispositifs que j'utilisais. Bien entendu, sur la comparaison Pentrox-Méopa, aujourd'hui, il n'y a pas d'étude de non-infériorité. Donc je ne suis pas en train de vous dire que le Pentrox est aussi bien ou mieux que le Méopa pour réduire une épaule, pour faire tel ou tel geste. Ça, c'est des études qui restent à faire. Donc avis aux chercheurs, il y a énormément de choses à publier. Maintenant qu'on met la balance, en tout cas l'environnement, dans la balance de choix. Ensuite, le troisième point, c'est diminuer vos prescriptions. Donc, dans l'hôpital, il faut absolument essayer d'alléger vos prescriptions en retirant tous les médicaments qui n'ont pas fait leur preuve ou qui ne servent à rien ou qui sont inutiles à vos patients. Et puis diminuer évidemment vos examens complémentaires qui vont amener à certaines prescriptions. Donc tout ça, c'est une philosophie de soins qui est à revoir. Je vous ai mis sur cette diapo un schéma qui est issu des recommandations du NHS de 2018, qui montre qu'en fait l'éco-conception des soins, c'est le respect de l'evidence-based medicine. C'est des soins qui sont centrés sur ce que veut le patient. Évidemment, si on prescrit des choses que le patient ne souhaite pas, eh bien finalement on a un impact délirant.
C'est des soins qui sont faits dans le cadre d'une bonne relation médecin-patient, où le médecin prend le temps, on l'a pas toujours aux urgences, mais cette prise de temps, ces explications vont avoir un rôle dans l'acceptation du traitement et dans la compliance du patient, et donc dans l'impact carbone au final. Donc, si je dois résumer, euh, être un bon médecin permet une éco-conception des soins. Donc, on peut diminuer les prescriptions à l'hôpital, mais on peut diminuer également les prescriptions à la sortie, en allégeant les ordonnances de sortie de vos patients, dont les médecins traitants parfois se sont fait déborder au fil des années. Et puis, vous pouvez faire également des choix dans les types de prescriptions de vos patients à la sortie. Je vous donne un exemple, c'est les aérosols doseurs dans le cadre de l'asthme ou des BPCO. Comparé aux inhalateurs de type poudre, en fait, les aérosols doseurs sont extrêmement plus polluants. Par exemple, un aérosol de Ventoline, c'est l'équivalent d'un Bordeaux-Toulouse en voiture, alors qu'un inhalateur de type poudre, type discus, c'est seulement 15 km. Donc aujourd'hui, en Angleterre, il y a une grande campagne pour diminuer les prescriptions de la ventoline, enfin les prescriptions d'aérosols doseurs. On s'est aperçu que c'était 25% de l'empreinte totale des prescriptions des médecins généralistes. Donc c'est loin d'être anodin. Et aujourd'hui, les recommandations montrent bien que pour les patients qui sont capables d'inspirer les poudres, eh bien c'est les poudres qui fonctionnent le mieux et qui sont indiquées en première intention. Finalement, je vous donne un mot sur la dispensation à l'unité. Donc, c'est une règle que vous pouvez écrire sur vos ordonnances à la fin en appliquant le mot DMU, DAU, pardon. Et normalement, les pharmaciens sont obligés de donner le nombre exact de cachets, notamment d'antibiotiques, ce qui permet de diminuer en fait le nombre de périmés jetés et qui pour moi a un levier énorme dans la diminution de l'impact des médicaments. Malheureusement, pour le moment, en France, ça ne fonctionne pas très bien alors que ça fonctionne dans plein d'autres pays. Donc, un petit mot sur les co-bénéfices. Évidemment, vous avez des co-bénéfices financiers. Vous avez des co-bénéfices en termes de sécurité de soins parce que vous avez diminué le nombre de médicaments et donc les pharmacies sont plus simples à utiliser. Et puis, vous avez aussi un impact sur le bonheur au travail, la qualité de vie au travail, puisque en impliquant la gestion de l'environnement dans le soin, eh bien, vous redonnez le sourire à un certain nombre de soignants qui avaient perdu un petit peu le sens de leur métier. En conclusion, je dirais que le médecin urgentiste, c'est un médecin prescripteur qui donc est au centre de l'éco-conception des soins. Si vous voulez appliquer ça dans vos services, il faut essayer de ne pas le faire tout seul. Ça marche mieux en équipe, donc en équipe avec les paramédicaux, avec votre direction, avec la pharmacie. Il faut absolument former les externes et les internes pour qu'ils prennent le pli le plus tôt possible et que eux-mêmes soient proactifs dans l'éco-conception. Il vous faut donc du temps médical et paramédical dédié pour organiser tout ça. Et puis, j'espère que vous avez avec vous une pharmacie, une direction proactive qui vous soutient dans votre démarche. Sinon, ça prendra bien plus de temps. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce que je vous ai raconté vous servira dans votre pratique quotidienne.